Et nous poursuivons avec le retour de notre journaliste partenaire Mériadec Raffray, rédacteur en chef de VA Monde. Bonjour Mériadec Raffray, merci d'être avec nous. Revenir dans ce superbe studio renouvelé. Et on espère que ça vous plaît. Mais une équipe non renouvelée, parce que c'était une équipe qui était déjà au top, donc on n'avait pas besoin de la renouveler. Voilà, et je suis vraiment très heureux de... Mais vous en faites partie, cher Mériadec. Ouais, merci, chers auditeurs, parce que c'est grâce à vous si on a pu renouveler, retaper. Alors, pas renouveler l'équipe, du coup, mais... Ni renouveler Richard de Sèze, voilà. Encore moins Mériadec. Mais retaper le studio qui plaît tant à Mériadec Raffray. Donc, on a bien fait. Exactement. Alors, Mériadec Raffray, non seulement a un goût excellent en matière de studio et de partenariat média, mais en plus, c'est le rédacteur en chef Monde pour Valeurs Actuelles. Et nous allons aborder aujourd'hui deux sujets. Un sujet qui a été un peu défloré par Régis Le Sommier hier, c'est-à-dire le sommet des anti-occidentaux à Tianjin, et le Liban, avec la dernière mission de la FINUL. On va parler de cette dernière mission de la FINUL, Mériadec Raffray, parce que, voilà, est-ce que le Liban est en train de disparaître et est-ce que la manière dont la FINUL est elle-même en train de vivre peut-être ces derniers instants n'est pas le symptôme vraiment de la disparition de cette nation? Alors pourquoi d'abord parler de la FINUL? Parce que pour pas que vos auditeurs soient surpris, moi j'aime bien parler des sujets dont les autres ne parlent pas, parce que en fait j'aime bien avoir une forme de cohérence et de continuité dans l'analyse, dans le temps en fait. Et c'est vrai que plus personne ne s'intéresse au Liban, Richard. Il faut le reconnaître, tout petit pays. Israël un peu. Oui. Et encore, on va en parler. Mais en fait il faut être fidèle. Il faut être fidèle au pays et aux hommes avec lesquels on a une histoire commune. Et même si on ne parle pas beaucoup du Liban, il me semblait que c'était le moment d'en parler. Vous l'avez dit, il y a une décision qui vient d'être prise et qui va être très importante pour les mois qui viennent pour le Liban. C'est le fait que l'organisation internationale, enfin l'ONU, je reviens de vacances, c'est un peu compliqué, pardonnez-moi, mais je vais me réveiller, je vous promets. L'ONU, donc le Conseil de sécurité de l'ONU, vient d'acter en fait le renouvellement pour un an de cette fameuse FINUL avec un élément supplémentaire, c'est-à-dire la décision de mettre fin à cette mission de casque bleu au bout d'un an, c'est-à-dire en décembre 2026, avec obligation pour cette FINUL de se désengager définitivement du Liban un an plus tard, fin 2027. Alors évidemment, tout ça, on verra ce qui se passe, mais politiquement, c'est une décision importante, car pour la première fois depuis, je crois, 48 ans, si mes calculs sont bons, le Liban sera obligé, se retrouvera dans un face-à-face sans intermédiaire au sud avec Israël dans 2 ans, si les choses se passent comme elles ont été écrites à New York jeudi 28 août, c'est-à-dire jeudi dernier. Et ça, c'est quand même un élément géopolitique et politique majeur. Je rappelle, qu'est-ce que la FINUL finalement? Une force intérimaire des Nations Unies au Liban, intérimaire qui a duré pendant, donc je le disais, 48 ans, puisqu'elle a été créée pour la première fois en 1978, à la suite d'ailleurs de la première invasion par Tsahal du sud Liban en 1978. Je rappelle un peu le contexte aux auditeurs qui connaissent et qui aiment le Liban. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, Richard. En 1975 éclate une guerre civile meurtrière au Liban entre les milices chrétiennes et les milices musulmanes. En 1976 interviennent dans ce jeu les chars du Syrien Assad, Hafez el-Assad. Et en 1978, Tsahal intervient au sud Liban pour faire cesser les premiers tirs les premiers tirs des factions palestiniennes de l'autre côté de la frontière, évidemment dans le but de complexifier la donne locale. La raison est la suivante, c'est que ces Palestiniens sont téléguidés par, à l'époque, l'Union soviétique. L'Union soviétique est aussi le partenaire de la Syrie, et ces Palestiniens font le pari d'un affrontement, évidemment, dont ils connaissent la suite, entre Israël et le bloc de l'Est. Et c'est à ce moment-là, en fait, face à ce risque d'embrasement, ou en tout cas de collusion sans intermédiaire entre les deux blocs, que les Occidentaux décident de déclencher cette première FINUL
pour essayer de s'immiscer dans ce face-à-face qu'ils ne veulent pas. Voilà l'histoire de la finule. C'était donc une histoire qui était très liée à la guerre froide, mais je rappelle au passage que ces Palestiniens qui en 1976-17 commencent à tirer de l'autre côté de la frontière en direction de Tzal, depuis les monts libanais, sont en fait à l'origine du fameux Hezbollah dont on parle aujourd'hui, qui est la cause en fait des problèmes du Liban depuis 2023. Donc tout ça est vraiment lié. 1978-1982, cette finule a un mandat qui lui paralyse les mains, une volonté politique qui évidemment n'est pas à la hauteur des déclarations, comme souvent à l'ONU. Et en 1982, elle n'empêche évidemment pas la seconde et la véritable invasion du Liban par Tsahal, dont les chars et les obusiers arrivent jusqu'à Beyrouth, et c'est la nouvelle phase de la guerre libanaise, dans laquelle s'immiscent à nouveau les Français et les Américains, en renforçant l'ONU, mais pas seulement, en déclenchant aussi l'arrivée d'un contingent à Beyrouth pour essayer de faire le tampon entre les protagonistes. Tout le monde connaît la fin de cette affaire avec le fameux attentat du Drakkar en 1983 et parallèlement l'attentat contre les Américains sur l'aéroport de Beyrouth. Ça se termine par le retrait, la queue basse des Américains et des Français. Et on repart dans un cycle onusien sans aucun pouvoir, jusqu'à la deuxième guerre israélo-libanaise de 2006, qui se termine par un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu s'accompagne d'un nouveau mandat donné à la force intérimaire des Nations Unies. Nous sommes en 2006, à l'été 2006. C'est la fameuse résolution 1701, qui est toujours celle qu'appliquent aujourd'hui les casques bleus de l'ONU au Liban Sud. Et cette résolution édicte que la finule soit la garante du processus de désarmement de l'ensemble des milices au Liban Sud, avec mandat également d'accompagner la remontée en puissance et le retour des forces armées libanaises dans ce territoire. Je m'empresse de dire, parce que les choses sont évidentes aujourd'hui, que c'est un échec quasi complet, comme a raison de le dire Israël, à juste titre. Non seulement c'est un échec quasi complet, mais en réalité, de 2006 à finalement 2023, le calme s'étend à nouveau sur cette bande de terre, et les milices du Hezbollah en profitent en sous-main, doucement, d'abord, progressivement, puis ensuite de manière accélérée, pour remonter en puissance, pour recompléter ou compléter ou même augmenter leurs arsenaux militaires, leurs caches secrètes, leurs tunnels souterrains, sous le faux-nez d'organisations notamment non gouvernementales, écologistes, qui s'occupent de replanter des forêts, notamment au pied de la frontière avec Israël, cachant en fait cette hydre qui renaît de ses cendres, sous le regard d'abord attentif, enfin en tout cas aiguisé de l'ONU, puis en fait sous le nez d'une ONU qui est complètement dépassée et qui ne veut surtout rien faire, pas d'action et donc pas d'embrouille. Donc c'est la doctrine du laisser-faire, ce qui est souvent la doctrine de l'ONU qu'on reproche à l'ONU d'ailleurs. Jusqu'au 7 octobre 2023, et on en vient directement, mais il me semblait que ce rappel historique était intéressant pour la suite, on en vient directement au 7 octobre 2023, où le Hezbollah explique qu'il est solidaire en fait du Hamas palestinien, qui se trouve donc aux prises avec l'armée de Tsahal dès le 8 octobre 2023. En réalité, on comprend que ce Hezbollah évidemment obéit à des ordres en sous-main de l'Iran. La guerre israélo-libanaise reprend au sud, jusqu'à l'invasion, jusqu'au retour de l'action de Tsahal au Liban Sud. Nous sommes en septembre 2024. Par deux fois pendant cette année-là, les Américains ont retenu le bras de Tsahal, qui voulait déjà frapper très vite le Sud-Liban, profitant en fait de leur remontée en puissance militaire pour casser les reins de ce Hezbollah, dont il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait des dizaines de milliers de fusées capables de tirer sur des cibles militaires et civiles en Israël, ce qui était effectivement le cas.
Donc bombardement, invasion terrestre le 30 septembre, c'est la troisième guerre israélo-libanaise, et jusqu'à la fameuse trêve du 27 novembre dernier, qui est concédée par Israël en contrepartie de l'obligation pour le camp libanais et ses partenaires de matérialiser le désarmement du Hezbollah, et c'est un point aujourd'hui dur d'Israël. Ce désarmement est aujourd'hui piloté par ce qu'on appelle le mécanisme. C'est en fait une cellule américano-française dont j'ai déjà parlé ici l'année dernière, qui est pilotée par un général américain et un général français, avec un petit état-major qu'on appelle du côté français, on l'appelle la Task Force Cèdre, du nom du pays du Cèdre, et qui est censé en fait aiguillonner les forces armées libanaises pour faire le travail de repérage et surtout de neutralisation de toutes les caches et les tunnels du Hezbollah qui n'auraient pas été neutralisés par les missiles de précision libanais durant ces mois israéliens, durant ces mois de bombardement qui continuent d'ailleurs. Israël continue de bombarder. Israël continue à répandre la paix au Moyen-Orient. Voilà, je vous laisse maître évidemment de cet éditorial. Et en fait. Il s'est passé la chose suivante, c'est que si vous voulez, la recherche des caches du Hezbollah et la matérialisation des actions de désarmement est une réalité au sud Liban depuis le 27 novembre, mais évidemment ce qu'il est très difficile de mesurer, c'est quelle est la proportion, quelle est la vitesse, quelle est l'accélération en fait de ce processus de désarmement. Ce que je veux dire, c'est autrement, c'est qu'il existe des preuves que cette fois les forces armées libanaises réoccupent progressivement les positions qu'elles avaient laissées au Hezbollah pour matérialiser ça. Par exemple, on sait aujourd'hui que les FAL se sont engagés à mettre 10 000 hommes supplémentaires au Sud-Liban. Le Sud-Liban, c'est un territoire de 30 km de large sur peut-être 80-100 km, 80-100 km de large sur 30 km de long, ou si vous préférez 30 km du nord au sud et une centaine de kilomètres est en ouest, qui est un territoire très montagneux avec beaucoup de coins et de recoins. Et les forces armées libanaises ont aujourd'hui déjà déployé quelques 3000 soldats supplémentaires. C'est un effort considérable pour cette petite armée de 50 à 80 000 hommes, on ne sait pas exactement, dont les soldats sont sous-payés. Un soldat libanais, ça gagne 150-200 $ par mois. Imaginez, on sait aujourd'hui que le Qatar finance un complément de prime d'environ 150 $ par mois, ce qui est considérable pour ces soldats. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle souvent ces soldats ont deux métiers. Le métier des armes, et ils sont agriculteurs, commerçants, mécaniciens, ce que vous voulez, parce qu'il faut bien faire vivre les familles. Donc, il y a quelque chose de fascinant quand même, c'est qu'on voit bien que la défaite ou la quasi-défaite du Hezbollah a permis au Liban de commencer à regagner en souveraineté, c'est quand même un signal d'espoir. Même si cette armée est embryonnaire, bien sûr, on est en train d'assister à la renaissance du Liban. Oui, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que cette armée remonte en puissance, mais à sa mesure, si vous voulez, et avec une progressivité qui est évidemment contrainte du niveau duquel elle partait. C'est ça que je veux dire. Et là où vous avez raison, c'est le point que j'allais souligner, c'est que le 5 août dernier, pour la première fois depuis des décennies, politiquement, officiellement, le gouvernement libanais a expliqué que le Hezbollah devait être désarmé. Ça, politiquement, c'est un tournant majeur dans l'histoire récente du Liban, des 30 dernières décennies. Aucun gouvernement libanais jusqu'à présent n'avait officiellement prononcé la phrase « Le Hezbollah est une milice qui doit rendre ses armes », tellement le Hezbollah était puissant et tellement ce sujet était contraignant pour l'environnement politique libanais. Donc c'est 5 août, c'est la déclaration officielle du gouvernement. Le gouvernement donc, de Nawaf Salam est présidé par l'ancien général patron des forces libanaises, Aoun, a assorti cette déclaration d'une demande, d'une réclamation auprès des forces
forces armées libanaises d'un plan de désarmement. Ce plan de désarmement devait être présenté il y a quelques jours. Les FAL disent qu'ils vont le présenter en fin de semaine. Vous voyez, en fait, on est en plein dans l'actualité libanaise cette semaine. Donc, on va voir quelle est la matérialité de ce plan, mais ce qu'expliquent les fins connaisseurs du Liban avec qui j'ai échangé ces derniers jours, c'est que personne ne s'attend vraiment à un plan militaire à la française, à l'américaine, quelque chose de construit, de bâti. Non, l'esprit est plutôt, c'est un esprit politique, c'est-à-dire c'est politiquement les FAL s'empare en fait du sujet du désarmement. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Et ce que pense aussi la majorité des observateurs attentifs de ce microcosme libanais, c'est que en réalité, il n'y aura pas de désarmement militaire sans un accord politique. Et tu as déjà une analyse que j'avais défendue à l'antenne de Radio Courtoisie l'année dernière. Je suis de ceux qui pensent que on peut évidemment vouer aux gémonies le Hezbollah, qui est une organisation terroriste et politique et terroriste également. Je l'ai dit, je l'ai répété. Il n'y a pas dans ma bouche et dans mon analyse, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté. Mais ceci étant dit, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur la réalité politique du Hezbollah. Et c'est cette réalité politique qui fait penser, qui les laisse à penser aux gens de terrain qui regardent ça depuis des années avec un œil avéré et surtout objectif, ou neutre en tout cas, que cet désarmement ne se fera pas dans le sang, surtout pas. Les Libanais, qu'ils soient chrétiens, musulmans, sunnites, chiites, ce que vous voulez, ne veulent pas de guerre civile nouvelle, n'ont pas les moyens et n'en veulent pas. Et donc, ce à quoi on devrait assister dans les semaines et les mois qui viennent, espérons-le en tout cas, pour le Liban, c'est une forme d'un nouvel accord politique conduisant d'une manière ou d'une autre le Hezbollah, mais sans être humilié politiquement après avoir été humilié militairement, comme vous l'avez souligné, par Israël, même s'il n'est pas totalement disparu, comment dirais-je, à se réinstitutionnaliser, mais complètement, c'est-à-dire à laisser tomber sa branche militaire autant que faire se peut. Je dis bien autant que faire se peut, parce que personne n'est capable aujourd'hui de dire combien le Hezbollah a d'armes, où elles sont, etc. Personne n'en sait rien, en réalité. Et quand vous parlez avec les Libanais et les spécialistes, ils vous disent « Mais monsieur, désarmer le Hezbollah, c'est un fantasme, on ne peut pas désarmer le Hezbollah. » C'est comme si on expliquait qu'on allait désarmer les Afghans. Voilà, exactement. Et comment est-ce qu'Israël accueille cette renaissance de la souveraineté libanaise? Bonne question, Richard. Décidément, c'est un plaisir de travailler avec vous ce matin. Vous devancez les points suivants. Pourquoi le 5 août, le gouvernement est sorti du bois politiquement? Parce que je crois qu'il a pris conscience de cette réalité, aiguillonné par son partenaire aujourd'hui majeur qui est les États-Unis. Tom Barrack, qui est l'envoyé américain au Liban, ne voulait surtout pas que le Conseil de sécurité réitère une année supplémentaire à la finule le 28 août. Et au dernier moment, Washington a cédé. Alors là, je voudrais faire un mea culpa aux auditeurs. Pour une fois, je vais dire que la France, sans doute, a eu comment dirais-je, actionner une pression majeure à l'ONU, a réussi en fait à retourner le dossier dans le sens libanais et français pour octroyer une année supplémentaire à la finule. Et les Américains, dans un élan de générosité peut-être ou de pragmatisme, ont décidé de donner cette année supplémentaire. Les Américains faisaient énormément pression car ils considèrent que la finule n'est bonne à rien et coûte de l'argent sans rien apporter. C'est une position qui est relayée, qui est la même position qu'Israël. Et Israël aujourd'hui est dans une position dure. Elle ne veut rien lâcher. Et elle ne lâchera rien sans doute tant qu'elle n'aura pas la matérialité, la preuve concrète que effectivement le désarmement du Hezbollah est, en tout cas autant qu'on puisse le mesurer, réel au sud Liban. Ça c'est la position israélienne d'aujourd'hui. Maintenant, il existe un certain nombre de rumeurs selon lesquelles Israël aurait menacé de passer à nouveau à l'action sur le terrain au sud début août. Je crois que ces rumeurs ne sont infondées. La raison est la suivante, c'est que d'abord
d'abord, Israël n'a rien à gagner et elle a bien compris d'un combat au sol. Deuxièmement, Israël est aujourd'hui empêtré dans sa guerre à Gaza. C'est un sujet dont on pourra reparler notamment dans les semaines qui viennent. Bref, je crois que ce n'est pas la raison essentielle. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, mais... Et peut-être on peut en terminer par là si vous voulez. Il y a un autre, comment dirais-je, un autre élément de l'analyse libanaise qui m'est apparu là en passant quelques coups de fil hier assez rapidement, c'est il y a une forme de consensus aujourd'hui au Liban, y compris chez les observateurs étrangers, selon lequel le danger finalement pour l'existence du Liban ne serait plus réellement le Sud, à savoir Israël, mais aurait ripé, aurait changé pour venir plutôt de l'Est. Et l'Est, évidemment, si vous avez une carte, et les auditeurs qui nous écoutent, je le sais, connaissent bien cette région, l'Est, ce sont les frontières avec la Syrie, Richard. Merci de votre coup de main. Voilà, cette Syrie qui aujourd'hui a basculé aux mains d'une minorité, mais qui contrôle le pays, qui est une minorité sunnite. Les sunnites qui sont comment dirais-je, les compétiteurs millénaires, en particulier des chiites libanais. Je vous rappelle quand même que c'est le Hezbollah chiite libanais qui, en 2015, est venu au secours militairement des troupes de Bachar el-Assad avec les Russes et qui a permis à Bachar el-Assad de sauver son siège de Damas et de reconquérir le terrain. Évidemment, le Hezbollah ne fait pas la guerre comme les Français ou les Anglais ou les Occidentaux. Ces combats ont été sanglants et il existe évidemment des craintes qu'aujourd'hui ces sunnites djihadistes, ces sunnites comment dirais-je, croisés sunnites en quelque sorte, veuillent prendre leur revanche contre ces chiites. La frontière aujourd'hui avec la Syrie en fait, elle n'est pas une frontière, c'est une ligne matérialisée sur une carte que personne ne tient. Les allers-retours sont possibles quotidiens, les armes circulent dans tous les sens et un certain nombre je pense notamment à mon ami historien libanais qui m'a parlé hier au téléphone, qui est un homme absolument incroyable, dont la femme parle même la langue du Christ, qui m'expliquait en fait, qui avait cette vision. Il me dit, moi j'imagine demain le retour de la grande confrontation entre les sunnites et les chiites, un affrontement à nouveau entre les Syriens et les Libanais. Et c'est un dossier, je pense, que je vais traiter, que je vais regarder de près dans les semaines qui viennent et que je vais ouvrir pour vos auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle en fait il faut toujours avoir un œil sur le Liban. Ce Liban qui par ailleurs, et j'en termine par là, sort doucement, cas un cas de cette crise économique dans laquelle il s'est enfoncé en 2019. L'été a vu Beyrouth se transformer en une gigantesque boîte de nuit et restaurant à ciel ouvert avec un retour du flux des touristes et de la diaspora. L'argent est à nouveau injecté dans ce pays qui commence doucement, tranquillement, gentiment, cas un cas, à vouloir sortir de ce marasme économique avec en devenir un accord entre les banques et les épargnants qui ont été floués en 2019. On en est là aujourd'hui, Richard. Je crois que c'est important de parler du Liban quand personne n'en parle. Il faut être fidèle, comme la France l'a toujours été, à ses engagements, en particulier auprès des chrétiens d'Orient. Voilà, la France, évidemment, mais pas Emmanuel Macron. Là aussi, j'assume très tranquillement ce propos. Il nous reste 5 petites minutes. On va quand même parler de Tianjin. Voilà, donc, on nous a expliqué que Vladimir Poutine était isolé. Donald Trump a une idée excellente qui était de taxer à 50% maudit. Résultat, on se retrouve aujourd'hui en Chine avec des gens qui représentent 50% de la population mondiale, qui sont en train de se serrer la main et d'expliquer que l'Occident a tort. Est-ce que c'est une défaite trumpienne? Est-ce que c'est un moment historique? Alors, après la micro-analyse géopolitique, passons à l'immense géopolitique. Et vous avez raison de me relancer sur ce sujet qui est un sujet majeur. On assiste aujourd'hui, après la séquence de l'ouverture de la guerre d'Ukraine, dont Washington et les faucons néoconservateurs, qui étaient plutôt démocrates que républicains, mais il y en avait dans les deux camps, escomptaient qu'elle enliserait à jamais la Russie dans les
dans les tranchées et la boue de la steppe pontique, et entraînerait avec elle en fait la relégation en seconde catégorie en fait des capitales tentées par l'émancipation du camp occidental, dont vous savez qu'il faut être complètement avec lui ou pas du tout avec lui. Et en fait, patatras, finalement, 3 ans plus tard, on assiste là, dans cette séquence de 4 jours, à un moment incroyable, du 31 août au 3 septembre, à mercredi, à demain, ça continue. On assiste là à un mouvement strictement inverse, en fait, et qui, Richard, ne va surprendre que les idéologues indécrottables ou les gens qui auraient oublié de regarder l'audition qu'avait donnée un grand patron français, Patrick Pouyanné, patron de Total, au Parlement français quelques mois après l'invasion de la Russie en Ukraine, en avril ou en mai 2022. On peut la retrouver sur les réseaux du Parlement, et qui expliquait à ce moment-là que la condamnation unanime occidentale de la Russie n'était pas du tout l'analyse que faisaient tous ses interlocuteurs de très haut niveau en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dessillant en quelque sorte les yeux de ces Français assistant bouche bée à ce fracas géopolitique, et suivant volontiers en fait la lecture unilatérale que nous proposaient Paris, Washington et Londres pour comprendre cette expression. Et voilà aujourd'hui que l'illustration la plus marquante de cette volte-face est cette séquence diplomatique que vous venez de mentionner. Pékin, du 31 août au 3 septembre, se transforme en centre du monde anti-occidental. Alors le mot est un peu fort, mais je pense que, en tout cas, contre-occidental, voire même anti-occidental. Un monde réunissant, vous l'avez dit, plus de 50% des habitants de la planète, excusez du peu, plus de 25% de la richesse produite, un monde qui est aujourd'hui une partie du centre nouveau de la croissance et de la richesse future de demain, l'Asie du Sud-Est, puisqu'on est, je vais parler de ce monde, mais ce monde en fait, quel est-il à la base? C'est un monde qui s'est créé en 2001 avec un forum régional des pays d'Asie centrale qui aujourd'hui s'élargit. Le 31 août et le 1er septembre, Pékin avait réuni à 150 km de sa capitale, dans le port de Tianjin, une vingtaine de dirigeants de ce club d'Asie centrale, avec en tête quand même, excusez du peu, au moins 3 ou 4 puissances nucléaires. La Chine, la Russie, le Pakistan, l'Inde, ça fait bien 4. Et ce mercredi, alors c'était 2 jours de diplomatie régionale, et se prolongeant, et lui, Vladimir Poutine, lui, il fait la totalité de la séquence sur place, se prolongeant ce mercredi, demain, par un immense défilé militaire orchestré sur la place Tiananmen. Évidemment, le symbole n'est pas neutre, par Pékin, pour célébrer la victoire de la Chine sur le Japon en 1945. Défilé auquel assistera mercredi aussi le dictateur coréen du Nord, qui lui aussi est un homme doté de la bombe nucléaire. Donc vous voyez un peu le symbole. Et parmi ces hommes, ces 4 puissances nucléaires réunies lors de cette séquence, tous ne feront pas l'ensemble de la séquence, mais voilà, il y a notamment l'Indien Modi, qui depuis 7 ans, refusé d'aller en Chine à cause des différends frontaliers avec la Chine, entre la Chine et l'Inde en 2020, et qui, suite à l'imposition par Washington d'une taxe de 50% sur les importations indiennes aux États-Unis, s'est montré pour la première fois aux côtés de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. Quelle claque pour le monde occidental qui ne comprend toujours pas. Il dit c'est le Sud global, ils ne sont d'accord sur rien. Oui, mais ce que leur cerveau a du mal à intégrer, c'est que dans ce club peuvent adhérer des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui partagent un minimum. Merci beaucoup Mériadec Raffray, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.